Coucou, c'est Tatanik Chua et aujourd'hui on va franchir les portes d'un manoir assez spécial, plonger avec moi dans l'univers de Mary Continenza qui a écrit L'autre vie de Sophie. Je vais vous lire le résumé. Sophie est une jeune femme pétillante, passionnée par la photographie dont elle a fait son métier. Avec Eric, son compagnon depuis de nombreuses années, elle vit dans un petit nid douillet à la périphérie de Paris. Elle a tout pour être heureuse. Mais l'ombre d'une menace permanente, indescriptible, qu'elle est la seule à ressentir, semble planer sur le couple et lui gâche la vie. Un jour, un mystérieux vieil homme se présente à elle et, sous couvert d'importantes révélations les concernant, Eric et elle les entraînent sur son domaine pour un voyage hors du temps. Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu. On ne dirait pas comme ça, mais Marie sait particulièrement bien cacher son jeu. Et la temporalité aussi. J'ai donc demandé la genèse à l'autrice. Il était une fois. Mary Continenza est passionnée d'histoire de l'Antiquité au XVIIe siècle et de la réincarnation. Pour elle, la réincarnation est le seul moyen d'expliquer nos différences ainsi que le destin merveilleux ou malheureux de certains. Donc, on ne naît pas tous avec les mêmes chances dans la vie, contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire. Elle pense que chacun de nous est sur Terre pour une mission et l'apprentissage de certaines choses que nous avons fait ou pas, en bien ou en mal. Avec ce roman, elle voulait partager cette conviction et inciter les gens à s'interroger sans toutefois vouloir les convaincre. Car, malgré les convictions, il restera toujours une part d'ombre. Eh oui, nous ne pouvons rien affirmer, sauf les illuminés. Pour sa part, elle reste sur les réserves. Côté inspiration, difficile à dire. Tout est venu du personnage de Philippe, coincé dans l'autre dimension, puis se sont imposés Eric et Sophie, et leur vie qui n'allait pas dans le sens qu'ils désiraient. Ah oui, retenez bien ces prénoms, hein, Eric, Sophie et Philippe, qui est coincé dans une autre dimension. Alors, la vie ne va pas dans le sens qu'ils désiraient. Pourquoi? C'est là que le destin et les vies antérieures ont surgi. Cela doit permettre de comprendre pourquoi la vie n'est pas toujours telle qu'on la voudrait. Pourquoi est-ce que certains réussissent et pas d'autres? Pourquoi lorsque nous rêvons de faire quelque chose, ça ne marche pas toujours? Autant de questions qui demeurent sans réponse, ou alors on se dit qu'il n'en est pas capable, que nous n'avons pas les compétences, que nous n'avons pas de piston, etc. Encore une fois, elle pense que seule notre ou nos vies antérieures peut expliquer cela. Et dès à présent, ma chronique. Ce sera la note de 4,3 sur 5 pour ce roman de 389 pages. Alors déjà, passons à la couverture que j'ai trouvée extrêmement jolie. En fait, elle est assez intrigante et pourtant assez lumineuse. C'est vrai qu'elle m'avait dit que c'était du fantastique et ça se ressent déjà à la couverture. Et en plus, il y a une petune pointe d'historique. Et oui, c'est très important aussi. Beaucoup de mystères, une jeune femme. Alors, on peut se dire que c'est Sophie, hein, vu le résumé de 4e de couverture, qui pousse une porte, une fameuse porte du manoir. Et on comprendra dans le récit de quelle maison il s'agit. Ce n'est pas pour rien que dans la Genèse, elle a parlé d'un certain Philippe. Il y a un très bon raccord avec le bouquin, les teintes sont bien, alors ça reste fantastique, dynamique, et il y a aussi le côté terre à terre, l'air de rien. Oui, Sophie elle foule quand même le sol. Alors cet ouvrage s'inscrit dans le fantastico-historique. 17e siècle, plus exactement, avec du surnaturel peu présent au début, et qui, une fois lancé, nous happe dans une aventure complètement incroyable. Alors au début, nous faisons connaissance avec Eric, qui est un être très rationnel, et qui va tomber amoureux d'un portefeuille. Oui, enfin, je vous fais marcher de Sophie, évidemment. C'est Sophie qui a oublié dans la cabine téléphonique, oui, il y a des cabines téléphoniques, on laisse un petit peu deviner la temporalité, elle a oublié ses papiers. Alors, je ne spoile rien, hein, le résumé nous apprend qu'ils passent du bon temps ensemble, oui, mais voilà, c'était avant que Norbert ne débarque. Ami de Sophie, la soixantaine, ils vont quand même réussir à attiser la jalousie d'Eric. Hein. Après tout, Sophie est partie 6 semaines, qu'a-t-elle bien pu faire pendant tout ce temps ? Et pourtant, son ami, il n'est pas du tout avec Sophie. Non, c'est plutôt que Norbert est une sorte de passerelle. Pour qui? Ah ça, vous le découvrirez. L'histoire se passe à Angers, dans une magnifique bâtisse, le Clos Margaux, dont les pierres ont enregistré chaque instant de l'histoire. Et oui, avec un grand H pour l'histoire, puisqu'on voyage dans le passé. Les 3/4 d'ailleurs de l'histoire se situent au XVIIe siècle. Ce qui m'a un petit peu, on va dire, perturbée au début, parce que je me suis dit, ah c'est vrai qu'à mon avis on n'est pas dans les années 2000, où est-ce qu'on est? Et puis après on plonge complètement dans le XVIIe, vraiment pendant très très longtemps. Existe-t-il une vie après la mort? Des fantômes? Ou peut-être autre chose? Philippe, coincé entre deux dimensions, est bien plus que cela. D'ailleurs, il y a une phrase que j'ai particulièrement appréciée que je vous cite. D'ordinaire, ce sont les vivants qui essaient de communiquer avec les esprits. Or, ici,
Ben, c'est un esprit qui cherche à parler avec un être vivant. Eh ben oui, il faudrait peut-être récupérer ce présent. Ouais, je fais un petit peu exprès de mélanger présent, passé. De Marguerite aussi. Mais qui est Marguerite? Ah bah je vous laisse imaginer. On parlait d'Éric, puis Norbert, maintenant il y a Philippe, quoi, c'est dans notre dimension. Après tout, Philippe veille depuis très longtemps au présent de Marguerite. Il a attendu, hein, et il a été très patient. Pendant un très long moment, on reste donc au XVIIe siècle. J'ai adoré ces moments-là, parce que bon, déjà j'adore l'histoire, donc forcément ça ne m'a pas du tout dérangé. Au contraire, puisqu'il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Là c'est vrai qu'il n'y a absolument aucun souci, mais on est complètement plongé dedans. Même si, je dois quand même l'avouer, je m'attendais à un peu plus de rebondissement, peut-être un peu plus d'action, le soufflet est un petit peu retombé à un moment, et les scènes du présent me manquaient un peu. Heureusement que l'assassinat relance l'intrigue à cet instant, et que le complot, Floribert et toute la clique, nous happe jusqu'à la révélation finale, qui donne envie de secouer Eric. C'est un bon roman et vous allez vous attacher particulièrement à Guillaume, si j'en suis sûre. Alors oui, vous allez me dire, mais d'où il sort ce Guillaume? Ah, eh bien, bienvenue dans le XVIIe siècle. Passons maintenant à mes passages préférés. Chapitre 1. Dans une petite heure environ, le mystère sera enfin éclairci. Soupira-t-il en jetant un bref coup d'œil sur l'horloge du tableau de bord. Alors, c'est vraiment dans les toutes premières lignes, et j'ai mis ce passage parce qu'on prend connaissance d'Eric et de Sophie, donc très rapidement, on est happé. Je l'ai dans un roman fantastique, non, bon, mystère, je peux parler des fantômes avant. Même chapitre. Elle était jolie. Du bout des doigts, il caressa le papier glacé. Alors, j'aime beaucoup déjà parce qu'on est happé par la plume de l'autrice vraiment très rapidement. C'est vraiment fluide. Et puis alors, les descriptions sont rondement bien menées. Là, il n'y a vraiment aucun souci. Chapitre 3. Penses-tu qu'il y a une vie après la mort? Impossible. Une vie que la science, aussi avancée soit-elle, ne peut déceler. Alors j'ai fait exprès de couper certains passages pour avoir en quelques lignes l'idée, le fil conducteur aussi du récit. C'est là où ça commence. Surnaturel, fantastique, eh oui. Passons maintenant au point positif. La plume. Ah, c'est doux, c'est parfois même très subtil, c'est maîtrisé, c'est vraiment bien. Il y a eu quelques petits accros à un moment, mais vraiment très mineurs. Le fantastico-historique. C'est réussi, j'ai adoré la manière de raconter l'histoire de Philippe et que dire des moments avec Guillaume, ça m'a effectivement assez touchée, parce que je me suis dit non mais il va quand même pas lui faire ça. Ah ben si, l'univers, les idées aussi autour de ce lieu, cette histoire complètement hors du temps. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce roman, puisque l'aspect historique, c'est pas du tout lourdeau ou lent, long, un peu ennuyeux comme on peut avoir parfois dans certains romans historiques. Non, c'est parfait, ça s'inclut dans l'histoire parfaitement bien, et quand après on revient au présent, mais on est complètement subjugué. Les claques que je voulais mettre à Philippe et Marguerite aussi. J'avais un petit peu envie de secouer les persos, alors ce qui montre aussi qu'ils étaient bien écrits, quand on a envie de secouer un personnage, quand on a vraiment envie de le faire avancer, c'est qu'il a été bien écrit, qu'on vraiment s'y attache. Les descriptions, l'action également, c'est dommage en revanche qu'il n'y en ait pas plus, parce que les duels à l'épée, j'aime bien moi. Louis, vous verrez lequel, vous verrez pourquoi. Mais il y a également des points négatifs. L'abus des points de suspension. L'abus des 3 petits points. Trop de 3 petits points, tu les fais des 3 petits points. C'est vrai qu'en ponctuation, il faut vraiment faire attention puisque si on abuse d'un signe de ponctuation, ça perd, on va dire, un petit peu son effet. C'est vrai qu'il y a certaines phrases, il y avait un petit peu trop de points de suspension. Des fois, j'avais juste envie de mettre un point ou un point d'exclamation, peut-être même parfois un point d'interrogation. Mais en tout cas, varier un petit peu. Un peu de frustration. Alors déjà, effectivement, il est quand même assez court, 389 pages, j'aurais pu en avoir un petit peu plus, ça m'aurait pas dérangé, même si, effectivement, il y a presque une suite. Alors c'est pas vraiment une suite, la maison de Thomas, ça s'inscrit effectivement, on va dire, dans le même univers. Alors on peut pas vraiment dire que l'autre vie de Sophie soit réellement un OS, mais on peut lire les deux livres indifféremment l'un de l'autre. C'est vrai que j'ai quand même été un petit peu frustrée, car des fois il y a vraiment beaucoup de dialogues, les dialogues sont parfois très nombreux, alors que les passages narratifs qui sont juste sublimes et les descriptions, j'en parle même pas, j'aurais aimé en avoir plus. Pour conclure, c'est un très bon roman fantastico-historique. Ça vous transportera dans l'univers d'une autrice auto-éditée que j'ai complètement découverte avec cet ouvrage et que je recommande. Vous pouvez lire la suite, disons que le livre suivant peut se lire séparément de l'un ou l'autre, la maison de Thomas, c'est comme vous voulez, mais voilà, vu qu'on reste dans le même univers, je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, si c'est du même niveau que l'autre vie de Sophie, ça promet. Voilà, c'était la chronique de l'autre vie de Sophie, écrite par Marie Continenza. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire. Je vous rappelle que si vous souhaitez nous soutenir, c'est possible dès à présent en vous rendant sur les plateformes de financement participatif. Et en plus, vous pourrez avoir votre nom dans une générique de fin. Et en attendant la prochaine chronique, soignez votre plume!